Les années 1980 nous ont offert des méga-hits comme E.T. et Top Gun, mais sous la surface, un cinéma différent a prospéré, étrange, audacieux, inoubliable. C'étaient des films trop bizarres, trop audacieux, trop en avance sur leur temps pour atteindre la gloire grand public. Aujourd'hui, nous ouvrons le coffre et libérons 15 trésors cachés du cinéma des années 80 qui vous épateront. Des cauchemars baignés de néon aux chefs-d'œuvre oubliés. Ce sont les films dont les vrais cinéphiles n'ont jamais cessé de murmurer. Manhunter, 1986. Avant que Le Silence des agneaux ne remporte des Oscars et que le Hannibal Lecter d'Anthony Hopkins ne devienne un vilain de la culture pop, Michael Mann a créé quelque chose de plus froid, plus aiguisé et à bien des égards, bien plus effrayant. Manhunter adapte Dragon Rouge de Thomas Harris, mais Mann refuse de réaliser un simple thriller du chat et de la souris. Au lieu de cela, il livre un rêve fiévreux hypnotique où les espaces entre la violence, les couloirs stériles, les pièces éclairées par des fluorescents, les paysages urbains déserts semblent presque plus effrayants que les meurtres eux-mêmes. Le portrait de William Peterson dans le rôle de Will Graham est hanté et brut, un homme si empathique envers les tueurs en série que le travail le ronge de l'intérieur. Le Hannibal Lecter de Brian Cox, orthographié différemment ici, est d'une autre nature. Pas un monstre flamboyant, mais un intellect froid et calculateur enroulé comme un serpent derrière une vitre. Leurs scènes ensemble vibrent d'une menace réprimée. Le style visuel est du pur Mann, bleu froid, rouge brûlant, architecture rigide enfermant les personnages. Chaque image semble à la fois belle et suffocante. La bande sonore chargée de synthétiseurs avec des artistes comme Shriekback et The Reds transforme Manhunter en une élégie au néon pour les âmes perdues dans l'obscurité. Les critiques ne savaient pas quoi en penser. Le public est resté à l'écart. Mais avec le temps, des cinéastes comme David Fincher, C7N, Mindhunter, jusqu'à Nicolas Winding Refn, Drive, ont cité Manhunter comme un modèle pour les thrillers psychologiques modernes. Ce n'est pas juste un joyau caché. C'est la clé universelle de tout un sous-genre. Paper House, 1988. Si Le Labyrinthe de Pan et Les Griffes de la Nuit avaient un cousin britannique mélancolique, ce serait Paper House, une fantaisie sombre et dévastatrice qui brouille l'imagination enfantine avec une ambiance rampante. Horreur. La jeune Anna, confinée au lit avec de la fièvre, dessine une maison solitaire et un imaginaire. Garçon, mais dans ses rêves fiévreux, les croquis se matérialisent. Au début, c'est magique, puis la maison change, les murs pourrissent, les ombres s'allongent, le garçon devient désespéré. Anna se rend compte que ses peurs et sa culpabilité saignent dans ce nouveau monde, le transformant en un cauchemar éveillé. Le réalisateur Bernard Rose, Candyman, imprègne l'histoire de brouillard dense, d'ombres déchiquetées et de silence spectral. Il n'y a pas de sursaut. À la place, un sentiment de lente et terrible suffocation s'installe. Les performances sont stupéfiantes. Charlotte Burke, à peine adolescente elle-même, apporte une vulnérabilité poignante à Anna. Elle n'est pas la rêveuse audacieuse typique des récits fantastiques, mais une enfant confrontée à une profonde solitude, colère et regret. Ben Cross, habituellement une figure héroïque, renverse les attentes pour devenir une présence terrifiante tapie dans l'univers d'Anna. Rêve. Sorti dans le chaos du cinéma de la fin des années 80, Paper House a eu du mal à trouver un distributeur aux États-Unis et est passé inaperçu. Pourtant, parmi les passionnés d'horreur et de fantasy, il reste un trésor murmuré, une histoire sur le pouvoir et le danger de l'imagination et comment nos peurs les plus profondes sont souvent celles que nous créons. Cutter's Way, 1981. Imaginez The Big Lebowski fusionné avec Chinatown, mais plus en colère, plus triste et imprégné d'angoisse existentielle. C'est Cutter's Way, un anti-thriller néo-noir où résoudre le mystère pourrait être moins important que comprendre pourquoi les personnages sont brisés en premier lieu, au lieu. Jeff Bridges joue Richard Bone, un vendeur de yo blasé qui aperçoit accidentellement un meurtre. Son ami Alex Cutter, un vétéran handicapé du Vietnam alcoolique, joué avec une fureur volcanique par John, entendu, devient obsédé par la traque du meurtrier, convaincu que c'est un magnate local. Le meurtre est presque un prétexte. La vraie histoire concerne les promesses non tenues de l'Amérique, les traumatismes d'après-guerre et la pourriture personnelle qui s'installe lorsque les rêves à mourir. Le réalisateur Ivan Passer, un émigré de la nouvelle vague tchécoslovaque, apporte une tristesse européenne au décor ensoleillé de la Californie. Les plages et les manoirs de Santa Barbara ne sont pas glamour ici. Ils sont grotesques, des symboles de pourriture recouverts d'or, feuilles. Initialement saccagé par son studio et rebaptisé Cutter and Bone pour une sortie limitée, le film a failli disparaître. Mais quelques critiques passionnés, notamment Pauline Kael, l'ont défendu, menant à une petite ressortie et à un culte qui s'est développé lentement.
Regarder Cutter's Way aujourd'hui, c'est voir l'optimisme d'un pays entier se transformer en colère et en défaite. C'est l'un des joyaux cachés les plus dévastateurs émotionnellement de sa décennie. The Quiet Earth, 1985. Les films post-apocalyptiques montrent généralement le chaos, les pillards, le feu et la fureur. The Quiet Earth imagine quelque chose d'encore plus effrayant. Silence. Dans les premières scènes, le scientifique Zach Hobson se réveille dans une Nouvelle-Zélande totalement dépourvue de vie humaine. Les voitures sont abandonnées, les radios émettent de la statique, les villes restent vides, sous un ciel bleu éclatant. Il marche à travers les ruines, confus, exalté, puis lentement, horriblement, il perd pied. Bruno Lawrence est captivant. En tant que Zach, il passe d'une folie joyeuse, portant une chemise de nuit de femme tout en se déclarant président de la Terre, à une solitude accablante. Lorsqu'il rencontre enfin deux autres survivants, l'espoir renaît, mais avec lui viennent la jalousie, la méfiance et culpabilité. Le réalisateur Geoff Murphy peint une apocalypse terrifiante, non pas avec des monstres, mais avec le poids insupportable de l'absence. La cinématographie, avec ses vastes autoroutes désertes et ses gratte-ciels squelettiques, fait sentir au spectateur qu'il est comme un fantôme. Le film suggère des idées de science-fiction plus profondes, aussi, univers parallèle, remise à zéro cosmique, l'hubris terrifiant de l'humanité essayant de contrôler la nature. Et la fin, une vision ambiguë et glaçante d'une renaissance ou d'une solitude éternelle. Aux États-Unis, The Quiet Earth a à peine fait parler de lui au box-office. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs films de science-fiction existentielle jamais réalisés, influençant des films ultérieurs comme 28 Days Later et Annihilation. 1988. Imaginez un film de vampire où vous n'êtes même pas sûr que le vampire soit réel et où la véritable horreur est la santé mentale vacillante d'un homme écrasé par la vie moderne. C'est Vampire's Kiss, une comédie noire qui est devenue le Saint Graal pour les fanatiques de Nicolas Cage. Cage joue Peter Lowe, un youpi narcissique et prédateur qui croit être transformé en vampire après une rencontre étrange. Ou peut-être qu'il sombre simplement dans la folie. Quoi qu'il en soit, ce qui suit est l'une des performances les plus folles jamais capturées sur film, avec Cage adoptant un accent étrange, rampant dans son appartement sale et oui, mangeant littéralement un cafard vivant. Le réalisateur Robert Bierman s'appuie sur le surréalisme. New York ici est un labyrinthe cauchemardesque de néons mourants et de psyché en ruine. Le capitalisme et la solitude transformant un homme en monstre littéral. La tragédie? Personne n'a compris Vampire's Kiss à l'époque. Le public l'a détesté. Les critiques ont raillé. Ça, bombé. Mais au fil des années, c'est devenu une légende culte, étudiée dans les cours d'art dramatique, même sans fin, et vénérée comme une véritable descente sans peur dans l'urbain. Folie. Ce n'est pas juste un film de vampire. C'est un cri de désespoir spirituel, de pourriture capitaliste et d'absurdité existentielle hurlée du fond des poumons de Nick Cage. Je continuerai dans le style plus profond, plus riche et plus émotionnel que vous avez demandé, en maintenant chaque film autour de 430 à 450 des mots, en se concentrant sur la narration, la connexion émotionnelle, les faits cachés, et pourquoi cela fait mal que ces films aient été négligés. Wind Walker, 1980. Bien avant que Hollywood ne célèbre les voix authentiques, Wind Walker a osé raconter une histoire indigène presque entièrement en Cheyenne et Crow. Langue. Ce n'est pas un western édulcoré. C'est une élégie onirique aux traditions perdues et aux esprits déclinants d'un peuple marqué par l'histoire. Le film suit un vieux guerrier Cheyenne, ressuscité par le grand esprit, pour un dernier voyage, afin de retrouver sa famille et de la protéger du danger. À travers des hivers rigoureux, des attaques de pillards et des souvenirs doux amers, Wind Walker devient moins un homme et plus un vivant. Fantôme, un pont entre le passé et un présent incertain. Trevor Howard, acteur britannique, incarne Wind Walker sous un maquillage lourd. Controversé, mais il apporte une profonde dignité au rôle. Le véritable triomphe, cependant, est la révérence poignante du réalisateur Keith Merrell pour la culture autochtone, les rituels tribaux, les paysages enneigés, la tradition orale transmise des anciens aux enfants. Wind Walker ressemble à un souvenir que l'on vous murmure autour d'un feu de camp. Il est passé presque inaperçu en 1980, éclipsé par des films plus flashy. Film, mais pour ceux qui l'ont découvert, il se tient comme un hommage rare et poignant à la résilience et la disparition. Identité. Une lettre d'amour à une culture luttant contre la marée de l'effacement. The Ninth Configuration, 1980. Et si l'esprit d'un prêtre meurtrier de l'Exorciste n'avait pas fini de se dénouer, The Ninth Configuration est la suite surréaliste et hypnotique de William Peter Blatty à son célèbre roman d'horreur. Mais ici, la terreur
ne vient pas des démons, mais de l'âme elle-même. Dans un château gothique, reculé, transformé en hôpital psychiatrique pour soldats, le colonel Kane, interprété par Stacy Keach, arrive pour guérir un groupe d'hommes brisés et fous. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Ce qui suit est un rêve fiévreux de rire, de désespoir existentiel, d'espoir violent et de folie implacable. Le film oscille follement entre la comédie absurde, des astronautes mettant en scène Shakespeare avec des chiens, et la tragédie déchirante. Les batailles de Kane avec un patient brillant et déséquilibré, Scott Wilson, dépouillent chaque couche de raison, de foi et d'identité, jusqu'à ce que seules restent des questions brûlantes et à nu. Siri Crowley. Y a-t-il un Dieu? Quelque chose peut-il justifier la souffrance? La folie peut-elle être une forme de grâce? Blatty dirige avec une ambition stupéfiante, une cinématographie luxuriante, des images surréalistes et des crescendos émotionnels puissants. Mais le public et les critiques ne savaient pas quoi penser d'eux. Il a disparu, devenant un chef-d'œuvre oublié sur la lutte pour la dignité humaine dans un monde qui semble abandonné par le sens. Regardez The Ninth Configuration, c'est comme entrer dans l'œil d'une tempête faite de chagrin, d'absurde et de quête spirituelle. Cela pourrait bien vous briser le cœur en deux. Ouvrir The Blood of Heroes, 1989, avant Mad Max, Fury Road. Redéfinit le récit post-apocalyptique, The Blood of Heroes peignait déjà une vision brutale et belle de la survie à travers le sport et le sacrifice. Dans un futur étouffé par la poussière, où la civilisation s'est effondrée en villes fortifiées et terres arides, l'honneur ne se gagne pas par la guerre. Il se gagne par le jeu, un mélange sauvage de rugby, de combats de gladiateurs et de rituels tribals. Rutger Hauer joue Salo, un champion déchu menant une équipe hétéroclite de outsiders, essayant de défier l'élite et de récupérer un morceau de dignité perdue. Johan Chen et Vincent D'Onofrio sont déchirants de férocité, en tant que jeunes guerriers rêvant de quelque chose de plus grand que la survie. Les batailles sont brutes, sanglantes, désespérées, non pas pour le spectacle, mais pour trouver du sens dans un monde sans pitié. Réalisé par David Webb Peoples, le scénariste derrière Blade Runner et Unforgiven, The Blood of Heroes est imprégné de regret et de résilience. Il n'y a pas de victoire facile. Chaque point marqué ressemble à un point levé contre oubli. Ignoré lors de sa sortie, principalement en raison de son ton sombre et de l'absence de stars américaines, le film s'est construit une seconde vie grâce au fandom culte et au circuit VHS souterrain. C'est un film sur le fait de se battre, non pas pour gagner, mais pour prouver que vous avez jamais existé. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce message résonne plus que jamais. Troubled Mind, 1985. Imaginez un rêve noir peint en néon et murmuré par des anges et des ivrognes. Voilà Troubled Mind, la lettre d'amour surréaliste et douloureuse d'Alan Rudolph aux âmes perdues dans un monde qui tourne hors d'eux. Le contrôle. Se déroulant dans la ville fictive de Rain City, une métropole floue et intemporelle baignée de pluie et éclairée par des néons, l'histoire suit Hawk Chris Christopherson, un ancien policier au passé violent essayant de trouver rédemption. Dans sa vie, un jeune couple dérive, le désespéré coop, Keith Carradine, et sa femme aux yeux écarquillés, Georgia, Laurie Singer, qui sont séduits et écrasés par le milieu criminel de la ville. Ce n'est pas une histoire racontée avec des dialogues durs et des fusillades. C'est une histoire chantée, pleine de notes de grâce étranges, de romances condamnées et de scintillements. Espoir. Christopherson offre une performance déchirante, ses yeux portant le poids de mal, regret. Geneviève Bujold apporte une tendresse farouche et vulnérable qui vous fait mal. Même Divine, légendaire pour ses rôles extravagants, offre une performance déchirante en tant que chef de mafialas du monde, ajoutant une touche douce amère à chaque scène. La musique, l'ambiance, la tristesse, tout se heurte dans un film noir qui ne pleure pas seulement les morts, mais aussi les rêves mourants en nous. Trouble in Mind n'a guère fait de vagues, commercialement, mais si vous le laissez faire, il vous atteint profondément et accorde votre âme comme un piano malmené jouant une chanson dont vous ignoriez le besoin. The Sender, 1982. Avant que Freddy, les griffes de la nuit ne rendent l'horreur onirique populaire, The Sender osait proposer quelque chose d'encore plus effrayant. Et si vous ne pouviez pas échapper à l'esprit de quelqu'un d'autre? Un jeune homme connu uniquement sous le nom de John Doe numéro 83 tente de se suicider et se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Là, Dr. Gail Farmer, Catherine Harold, essaie de l'aider, mais bientôt elle est tourmentée par des visions cauchemardesques vives, des visions qui semblent trop réelles. Là est vérité. John Doe est un émetteur, quelqu'un dont les rêves se manifestent violemment dans le monde réel. On ne peut pas lui échapper, même éveillé. Le réalisateur Roger Christian, décorateur pour Star Wars, crée une ambiance inquiétante et sombre, avec des couleurs atténuées, des couloirs résonnants et des explosions soudaines de terreur surréaliste. Le film n'est pas la
fort ou flamboyant. Il s'insinue lentement sous votre peau, puis se resserre autour de votre cœur comme un poing glacé. The Sender a été relégué au cinéma avec peu de publicité, écrasé par des films d'horreur plus grands. Sorti. Pourtant, John Carpenter, Wes Craven et Quentin Tarantino l'ont cité comme une pierre angulaire oubliée de l'horreur psychologique. C'est un film qui ne se contente pas de vous effrayer. Il s'infiltre en vous, vous faisant douter de vos propres sens, de votre propre santé mentale. Dans une décennie obsédée par l'excès, The Sender murmurait quelque chose de bien plus effrayant. Le vrai cauchemar, c'est que votre esprit ne vous appartient plus. Dreamscape, 1984. Avant qu'Inception ne transforme les rêves en champs de bataille, Dreamscape avait osé pénétrer dans nos esprits endormis et y découvrit des monstres cachés. Dennis Quaid joue Alex Gardner, un médium talentueux recruté par une agence gouvernementale expérimentant une technologie de partage de rêves. Ce qui commence comme une curiosité scientifique se transforme rapidement en un labyrinthe de cauchemars, d'assassinats politiques et de l'effondrement des frontières psychiques. Il y a une énergie pulpeuse et fiévreuse dans le film, mélangeant la paranoïa de la guerre froide, l'horreur psychologique et la science-fiction conceptuelle, bien avant que cela ne devienne à la mode. Le réalisateur Joseph Ruben, The Stepfather, jongle avec les genres sans effort. Un instant, c'est un thriller conspirationniste. L'instant d'après, vous êtes plongé dans le cauchemar d'un enfant, peuplé de serpents géants et de séquences de poursuites sans fin. Kate Capshaw apporte chaleur et mystère en tant que voyageuse des rêves, tandis que Christopher Plummer et Max von Sydow ajoutent de la gravité en tant que force rivale se disputant le potentiel de la technologie. Au cœur de tout cela se trouve une idée terrifiante. Et si l'endroit où vous vous réfugiez pour vous sentir en sécurité, vos rêves, pouvaient être utilisés comme une arme contre, bien que Dreamscape ait acquis un statut culte, il a été éclipsé par de plus grands films de science-fiction de sa décennie. Aujourd'hui, il se tient comme un pionnier audacieux, imparfait, mais a coupé le souffle de la narration du monde des rêves perfectionné plus tard par Nolan et les autres. Dans un monde obsédé par le contrôle de la réalité, Dreamscape nous rappelle que les vraies guerres se déroulent à huis clos. Angel Heart, 1987. Une histoire de détective privé trempé de sang, de sueur, vaudou et damnation. Angel Heart est une descente si lente et si brutale que vous ne réalisez pas que vous êtes en enfer avant la dernière image. Mickey Rourke offre la meilleure performance de sa carrière en tant que Harry Angel, un détective privé engagé par le mystérieux Louis Sifra, Robert De Niro, pour retrouver un homme disparu. La piste mène des ruelles sordides de New York des années 1950 au marais étouffant et imprégné d'occultisme de la Nouvelle-Orléans. Orléans. Le réalisateur Alan Parker, Midnight Express, The Wall, met en scène chaque scène comme un cauchemar fiévreux. Des ombres trop sombres, du sang trop collant, des sourires trop larges. Rourke incarne Angel avec une bravoure nerveuse et fragile. Un homme assez dur pour gérer n'importe quelle affaire, sauf celle qui concerne vraiment lui-même. Lisa Bonet offre une performance intrépide et tragique, qui choque encore des décennies plus tard. Et De Niro, calme, posé, terrifiant, révèle sa vraie nature dans un rebondissement final qui vous donne la nausée. Angel Heart a échoué l'Amérique en partie grâce à une bataille controversée pour la classification NC-17, mais le temps l'a transformé en un trésor culte, un lent et agonisant glissement vers le péché et l'autodestruction. Aussi magnifique qu'il est, insupportable. Regardez Angel Heart, c'est comme s'enfoncer lentement dans des sables mouvants faits de ses propres erreurs. Radioactive Dreams, 1985. Et si le monde se terminait et que les seuls survivants étaient deux enfants ayant grandi en lisant des romans policiers et en écoutant des disques de swing? C'est le génie fou de Radioactive Dreams, un cocktail radioactif de science-fiction post-apocalyptique, de satire noire et de punk anarchique des années 80. Philip, John Stockwell et Marlowe, Michael Dudikoff, sortent de leur abri anti-atomique dans un désert peuplé de gangs mutants, de mutants disco et de cultes de la fin du monde. Habillés comme des détectives bon marché, ils traversent le chaos avec un optimisme ridicule, déterminés à devenir les premiers détectives post-nucléaires du monde. Le réalisateur Albert Pyun, Cyborg, Nemesis, crée un monde futuriste illuminé au néon qui ressemble à Mad Max mélangé avec Qui veut la peau de Roger Rabbit. La bande-son, remplie de synth-pop et de morceaux rockabilly étranges, donne à tout un délire, momentum. Mais sous la surface gonzo, il y a aussi une tristesse profonde, un sentiment que l'innocence n'est pas seulement naïve, mais vitale, la dernière chose fragile qui vaille la peine d'être sauvée après que tout le reste est brûlé. Radioactive Dreams n'a jamais eu de sortie appropriée. Un mauvais marketing et des critiques confuses,
l'ont laissé pourrir dans l'obscurité du VHS. Mais pour ceux qui le trouvent, c'est un rappel doux amer, que même à la fin du monde, les rêveurs peuvent encore danser. The Reflecting Skin, 1990. Oui, techniquement 1990, mais entièrement réalisé à la fin des années 80 et trop stupéfiant pour ne pas être inclus. The Reflecting Skin est l'enfance transformée en une hallucination fiévreuse et pourrissante, un cauchemar gothique américain comme aucun autre. Situé dans les champs de blé sans fin de l'Idaho d'après-guerre, le film suit le jeune Seth Dove, Jeremy Cooper, alors qu'il est témoin d'une série de plus en plus étranges et horrifiantes événements, meurtres d'enfants, suicides, légendes de vampires, rupture familiale. Mais filtré à travers les yeux de Seth, tout semble tordu, mythique, incompréhensible. Le réalisateur Philip Ridley filme le paysage comme une peinture sinistre. Les champs de blé doré semblent luire d'une menace cachée. Les granges vides vibrent d'un mal invisible. Viggo Mortensen, dans un de ses premiers rôles bouleversants, joue le frère aîné de Seth, traumatisé par la guerre. Un homme qui tente de revenir chez lui pour découvrir de nouvelles horreurs. Au fond, The Reflecting Skin ne parle pas des monstres extérieurs, mais des monstres qui grandissent à l'intérieur des enfants, lorsque l'amour, la sécurité et la vérité se décomposent. Éloigné. Ignoré à sa sortie pour être trop bizarre, le film est devenu une légende chuchotée parmi ceux qui aiment leur horreur poétique, douloureuse et inoubliable. Il ne vous fait pas peur au sens traditionnel. Il vous hante, s'immisce sous votre peau et ne vous quitte jamais. La forteresse, 1983. Et si un mal ancien pouvait infecter même les justes? La forteresse de Michael Mann est une épopée de terreur blanche, splendide et cauchemardesque qui a tenté de contenir le mal cosmique dans un film de 2 heures et a failli se détruire en essayant. Dans un château reculé des Carpates pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats nazis libèrent une force malveillante ancienne emprisonnée à l'intérieur. Alors que les couloirs embrumés du château irradient des ténèbres, le film se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Il a été au B-Indie, partie thriller surnaturel, partie méditation métaphysique sur la nature même du mal. Scott Glenn joue un mystérieux gardien. Ian McKellen, avant les jours de Gandalf, incarne un érudit désespéré et moralement brisé. Et le mal, Molazar, une entité d'une puissance immense et d'une tragédie étrange, moins monstre qu'oublié, Dieu. La musique synthétisée de Tangerine Dream transforme tout en un tourbillon hypnotique et onirique. Et la réalisation de Mann, habituellement si précise, devient hallucinatoire et instable, peut-être à juste titre, étant donné la force incontrôlable que les personnages ont libérée. Le film The Keep a été notoirement massacré par le studio, réduit d'un épique de 210 minutes à une version cinéma confuse de 96 minutes. Ce fut un échec. Mann l'a renié, mais même dans sa forme brisée, la forteresse rayonne d'émerveillement et de désespoir. Un film trop grand, trop beau, trop imparfait pour être oublié. C'est un monument à l'idée que certaines histoires sont trop dangereuses pour être racontées clairement. Ces films ne se sont pas simplement effacés. Ils ont combattu, ils ont saigné, et ils ont sculpté de petits royaumes dans le cœur de ceux qui étaient prêts à écouter. Les trésors cachés ne sont pas juste des films oubliés. Ce sont des histoires secrètes, des fantômes qui ont survécu à l'incendie. Si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un battement de cœur de merveille, de terreur ou de douce amertume aujourd'hui, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous et continuons à creuser parce que le meilleur du cinéma n'est pas toujours sous les projecteurs. Parfois, il se cache dans l'ombre, attendant que vous le découvriez.